Bonjour, ça fonctionne, super. Donc je m'appelle Caroline Géral, je suis coordinatrice de l'Augure Lab Scénographie. Merci de votre présence et de votre intérêt pour ce sujet de la transition écologique dans le secteur culturel et particulièrement dans le domaine de la scénographie. Ce qu'on vous propose pendant 1 heure, c'est d'échanger sur 2 de nos travaux de recherche-action, à savoir sur les marchés publics et sur l'éco-conditionnement des œuvres. Un sujet qui s'éloigne un tout petit peu de la scénographie pure et dure, mais pas si éloigné que ça. On vous propose une 30aine de minutes de présentation et ensuite on prendra vos questions si vous en avez. Donc tout d'abord, pour vous poser le cadre de qui on est, donc l'Augure Lab Scénographie, c'est un réseau de à peu près 80 membres. À savoir que nous avons des adhérents individuels et des adhérents qui sont des structures. Dans les individuels, on a une 30aine de métiers qui sont représentés. Les questions de scénographie, particulièrement quand on s'intéresse à la transition écologique et à l'éco-conception, on essaie de faire se croiser différents métiers et on essaie d'avoir un point de vue systémique sur le sujet, qui nécessite du coup de créer des liens entre tous les métiers de la création et de la production. Donc c'est pour cette raison qu'on essaie de réunir pas uniquement des scénographes, mais aussi des directions techniques, des directions de structure, des personnes qui travaillent à la production, des juristes, etc., etc. On a aussi dans les structures donc des musées nationaux, des théâtres, des agences de scénographie, des constructeurs, voilà, un panel assez large de typologies de structures et de membres, dont quelques structures qui sont voilà, très reconnues dans le secteur culturel, comme le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le Quai Branly, le Palais des Beaux-Arts de Lille, le MUSEM, etc. Donc, qu'est-ce qui réunit ces 80 membres? 4 R qu'on a mis dans notre nom de l'Augure Lab Scénographie, pour rappeler les 4 R de l'économie circulaire, qu'on a essayé d'adapter avec notre propre définition de ces 4 R. Il y a d'abord, ce qui nous rassemble en premier lieu, c'est la crise écologique et l'idée qu'il faut réduire nos impacts environnementaux. Donc ça, c'est le premier élément central. Ensuite, il y a l'idée qu'il faut repenser nos métiers, avec l'idée qu'on peut agir à échelle individuelle et personnelle, mais on passe quand même le plus clair de notre temps au travail, donc c'est aussi un endroit où on peut avoir un pouvoir d'action. Le troisième R, c'est rassembler nos énergies, parce qu'au sein du lab, on est tous et toutes convaincus qu'il faut agir collectivement pour faire un vrai effet levier. Et réveiller nos imaginaires, parce qu'on est aussi persuadé que la culture a un rôle à jouer évidemment dans tout ça. L'Augure Lab Scénographie, il est né en 2020 pendant le confinement. Il a été co-créé par Anna Belverne, qui est scénographe et enseignante à l'ENSAD, Quentin Rioual, qui est metteur en scène et dramaturge, et Sylvie Bétard, qui est juste à côté de moi et qui se présentera mieux que je ne la présenterai. Et donc tous les trois ont été à l'origine de ce projet qui inclut donc une partie des membres qui sont toujours là aujourd'hui. Et le projet s'est structuré grâce notamment à une subvention on a été lauréat du plan d'investissement d'avenir Alternative Verte, qui est un financement de France Relance et qui est opéré par la Caisse des dépôts et qui a permis notamment de me recruter et de structurer l'initiative. Et elle s'est structurée notamment au sein de l'association Les Augures, qui est reconnue d'intérêt général. Vous dire également que
Donc le réseau, comme je vous le disais, il est interprofessionnel, donc il rassemble pas mal de métiers. Il est aussi pluridisciplinaire. Parce qu'on a la conviction aussi qu'il faut arriver à créer des passerelles entre les disciplines artistiques et qu'il existe des avancées en matière d'écologie et de nouvelles pratiques à la fois, enfin, dans plusieurs secteurs d'activité culturelle, mais pas tout à fait aux mêmes endroits, et qu'il existe peu d'endroits de dialogue en fait entre les disciplines. On s'est d'abord concentré sur le croisement entre les arts visuels et les arts vivants. Mais aujourd'hui, on a aussi des membres qui viennent de l'événementiel, du secteur du design, de la mode, de l'économie circulaire, pas forcément culturelle, etc. Et le dernier point sur le réseau en lui-même, c'est qu'on est un réseau national, même si à 65% parisien, mais on s'étend petit à petit et on a des adhérents un peu partout en France et aussi en Belgique, en Suisse et au Canada. Et juste un point sur l'écosystème de ce lab. Donc, comme je vous disais, on a le financement du PIA Alternative Verte, qui est un financement sur 3 ans, notamment sur le projet de l'écothèque que je vous présente juste après. Et on a aussi la région Île-de-France, la ville de Paris, l'Adriuat, et on a été lauréat l'année dernière du prix Entreprendre dans la culture, financé par l'IFSIC et le ministère de la Culture. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet de nos activités, donc notre but en tant que collectif, c'est déjà de s'auto-former sur comment changer nos métiers à l'aune de la transition écologique et la nécessité de développer nos capacités d'adaptation. Donc nous, on ne fait pas de la formation en tant que telle, même si Sylvie est par ailleurs aussi formatrice en économie circulaire. Mais là, le but, c'est vraiment par l'échange entre pairs, par des groupes de travail, des discussions, des échanges sur les expérimentations qui sont faites au sein des différentes structures par les scénographes indépendants aussi, etc., d'arriver à monter en compétence sur ces sujets simplement par ces échanges-là. On peut citer les consultations extérieures aussi. Et le fait qu'on a aussi des consultations extérieures sur des problématiques spécifiques qu'on rencontre et là où on n'arrive pas à trouver les réponses en échangeant entre nous, on va chercher ces expertises en dehors de nos membres pour venir apporter des éclairages spécifiques et on vous présentera notamment sur le guide de l'éco-conditionnement, on a fait beaucoup de consultations extérieures. Donc on a deux activités principales qui sont la recherche-action. La recherche-action, on la définit comme donc une activité d'intelligence collective pour identifier les freins et les leviers à l'écocénographie. Et donc, ce sont des groupes de travail qui vont suivre un protocole qui va consister à d'abord faire un état des lieux sur un sujet identifié. Ce sujet, il est identifié par nos membres comme étant un obstacle et un potentiel levier à des pratiques plus durables. Donc on vous donnera 2 exemples précis sur les marchés publics et l'éco-conditionnement, mais on a d'autres sujets de recherche-action que vous voyez à l'écran, et notamment la définition de l'écocénographie, que je ne vais pas vous donner ici à l'oral parce qu'elle est dense. mais je vous invite à aller regarder ces travaux avec notamment une bibliographie quand même assez alimentée sur le sujet et en premier lieu avec un ouvrage de Tania Beer qui s'appelle Écocénographie avec un Y parce qu'elle est australienne. C'est une scénographe et chercheuse qui est la première à avoir utilisé ce terme et qui le définit très bien.
En tout cas, donc il s'agit d'avoir des pratiques de scénographie plus durables, voire régénératives, si on dépasse la simple réduction des impacts environnementaux. Bon, on n'y est pas encore, mais on essaie de tendre vers ça. Et pour revenir à la recherche-action, donc l'idée c'est de faire de définir un sujet, de le problématiser. Et de faire un état de l'art de ce qui existe sur ce sujet. C'est là où on est dans la partie recherche. Il faut savoir qu'au sein du lab, comme je vous disais, on a des métiers, voilà, des scénographes, des artistes, des concepteurs, des constructeurs, des artisans, etc. Donc on n'est pas des chercheurs, même si on a quelques enseignants-chercheurs dans le lab. Mais le but, c'est pas de faire de la recherche scientifique, mais plutôt de faire un état de l'art de la recherche scientifique existante sur notre sujet, mais aussi des différentes expérimentations qui peuvent exister au sein des institutions. Et à partir de cet état de l'art, ça va nous permettre de creuser, d'expérimenter de nouvelles choses pour tout simplement ne pas réinventer la poudre. Parce que ce qu'on constate en réunissant voilà, les membres du lab et en démarrant un sujet de recherche-action, souvent c'est qu'il y a des institutions qui font des expérimentations sur les simèses, sur l'éco-conditionnement, etc. Et puis, dès qu'elles se retrouvent autour de la table, elles se rendent compte qu'elles expérimentent en fait un peu les mêmes choses. Donc, le but, justement, c'est de mettre en commun, de mutualiser ces connaissances et d'arriver à cet état de l'art, donc un point de vue général sur notre sujet. Et ensuite, on va l'approfondir par le biais d'expérimentation, de consultations extérieures. Et le but final est d'aboutir à un livrable. Ce qu'on appelle livrable, c'est tout simplement un document ou plusieurs documents qui peuvent être partagés largement avec tout le secteur. Tous nos livrables sont en open source sur notre plateforme qui s'appelle l'Ecotech. Et vous avez une capture d'écran ici. Donc c'est dans la boîte à outils. Il faut aller dans les travaux du lab. Et là, vous avez tous ces résultats en open source. Et donc j'en viens à le deuxième pan de notre activité, qui est donc cette plateforme qu'on a appelée l'Ecotech, qui est la plateforme collaborative de l'écocénographie, et qui recense à la fois nos travaux de recherche-action, mais aussi d'autres travaux de recherche sur des matériaux alternatifs aux matériaux pétrosourcés utilisés en scénographie, nos travaux de recherche sur des techniques innovantes et des annuaires. Il y a 2 autres annuaires qui sont l'annuaire écosystème qui référence des acteurs et des actrices engagés sur ces thématiques avec qui travailler, et des projets inspirants qui répondent à certains critères dans une démarche d'éco-conception afin de favoriser la prise en main de cet outil méthodologique auquel on tient beaucoup. Et oui, je vais pas sur le bon. Pardon. Donc je fais le lien avec la méthodologie de l'éco-conception et je passerai ensuite la parole à Sylvie. Donc nous, c'est ce qui drive vraiment tous nos travaux. On est assez convaincus que cet outil, donc que vous voyez à l'écran, qui s'appelle la route de Brézé et Van Hemel. On entend souvent que route Brézé, mais Van Hemel est aussi dans l'histoire. Je ne sais pas si elle a été effacée parce que c'est une femme, mais en tout cas, c'est un article qui a été coécrit par donc Brézé et Van Hemel et qui a modélisé cette roue de l'éco-conception qu'on a essayé d'adapter pour le secteur culturel et pour l'éco-scénographie. Et donc c'est un outil qu'on essaie voilà, de transmettre autant que possible et d'utiliser comme vraiment méthodologie qui guide toute notre recherche-action. Et ce que vous pourrez voir donc sur l'Ecotech, si vous allez dans cet annuaire de projets inspirants, en fait tous les porteurs de projets qui partagent voilà, des projets de scénographie, d'exposition ou de spectacles, de festivals, etc., remplissent un formulaire qui reprend en fait tous les axes du cycle de vie d'un projet, de leur projet, et viennent en fait expliquer
quelles actions ont été mises en place à chacune des étapes. Et il faut que le projet réponde à au moins 3 axes de cette route brisée Van Hemel pour être référencé. Et l'intérêt de ces projets inspirants, c'est à la fois de partager les démarches, cet outil qui peut être un outil du coup d'auto-évaluation. Je précise que c'est un outil vraiment simplifié parce que l'analyse de ces cycles de vie et l'éco-conception, c'est quelque chose qui est normalisé. C'est une norme qui est vraiment utilisée dans le secteur industriel, qui est aussi utilisée dans le secteur culturel. Pardon. Il y a voilà, des personnes qui sont spécialisées pour faire des ACV. Je pense notamment à Carbon Prod par exemple, et déjà vu, il me semble qu'il y a un stand aussi à côté de nous. Mais bref, en tout cas, voilà, l'ACV, l'analyse de cycle de vie, c'est quelque chose qui est vraiment normé et qui répond à tout un process comme un bilan carbone. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est une forme de vraiment très simplifiée qui permet tout simplement d'analyser un projet à l'aune de ces différents axes, mais qui ne va pas voilà, vous donner des résultats quantifiés sur votre impact, mais juste guider votre plan d'action et votre projet. Et je te laisse prendre la suite. Super, c'est une super transition. Je me présente quand même, je suis Sylvie Bétard. Je suis cofondatrice du collectif Les Augures et co-directrice de l'Augure Lab Scénographie. Et je suis aussi responsable, on va dire, du groupe de recherche-action sur les marchés publics et les clauses environnementales, dont je vais vous faire une rapide restitution. Présentation. Effectivement, sur ce cycle de vie, on voit qu'il y a 80% des impacts, si tu veux revenir en arrière, 80% des impacts environnementaux qui se décident dès la phase de conception, c'est les chiffres de l'ADEME. Donc on sait que en fait, dès la conception, il y a énormément de choses à mettre en place. En fait, tout se décide à cet endroit-là. Et donc ça veut dire qu'il faut trouver des leviers à cet endroit-là pour réduire au maximum la suite des opérations et le faire donc en conscience. Moi, je dis souvent dans les formations, par exemple, que quand on commence à un projet, c'est pas mal de réfléchir en partant de la fin. Qu'est-ce qu'on fait des déchets à la fin ? Et puis, si on ne trouve pas de solution, peut-être ça va nous obliger à changer notre approvisionnement de matériaux. Et donc, prendre le labyrinthe, on va dire, par la sortie, c'est peut-être une des solutions. Et donc, qui dit impact dès la conception dit qu'effectivement, la question du cahier des charges est essentielle et peut d'ores et déjà en fait guider pas mal de choses. Donc, quand on parle ici de clause environnementale, de scénographie et de marché public, on a pris la cause, on va dire, des marchés publics parce qu'il y a une réglementation qui est en train de s'intensifier et de se mettre en place, mais on peut très bien appliquer ce que vous allez voir ici à un cahier des charges privé. En fait, voilà, on n'a pas besoin d'être sur un marché public pour appliquer, en tout cas, un certain nombre de solutions et de clauses qu'on a pu déterminer au sein de ce groupe de recherche-action. Donc, on s'est posé la question de comment intégrer des exigences d'éco-responsabilité dans les cahiers des charges des marchés publics. Alors pourquoi ? Parce que on sait que je vais revenir là-dessus, mais non, pardon. Parce qu'on sait qu'il y a en fait une réglementation qui émane de la loi climat et résilience, qui date de 2021 et qui renforce la prise en compte des objectifs de développement durable et introduit l'obligation de définir un critère environnemental et des conditions d'exécution environnementale dans 100% des marchés publics, et ça à horizon de 2026.
Pourquoi est-ce que ça a un poids ? Parce que justement, la commande publique mobilise quand même plus de 10% du PIB. Et qu'on sait que l'État, lui aussi, doit décarboner ses activités. Donc, bien entendu, que la question des clauses environnementales est essentielle. Et donc, on s'est réunis sur ce constat avec, je vais y arriver, un ensemble de membres de l'Augure Lab Scénographie, donc des avocats, des responsables techniques, des directrices artistiques, scénographes, des juristes, directrices RSE, responsables des partenariats au sein, par exemple, de ressourceries, des responsables RSO, des chargés de projet, donc des constructeurs de Céno et puis des régisseurs aussi. On s'est réunis tous ensemble sous cette forme de protocole que Caroline mentionnait, à savoir définir la problématique, faire un état des lieux, approfondir le sujet et puis réaliser un livrable expertisé, partagé et partageable sur l'ensemble du secteur. On a travaillé plus d'1 an sur 16 sessions de travail de 2 heures en règle générale, avec une grosse intensité juste avant la livraison du closier qu'on a pu faire il y a quelques mois au MUSEM. On est parti aussi donc de ce constat qu'il y avait un manque de cohérence entre les demandes des maîtrises d'œuvre sur des critères d'éco-responsabilité, des difficultés à créer des groupements de réponse dans des délais parfois très courts, et puis une vérification difficile des critères déclaratifs souvent pour les commanditaires. Donc, on a vraiment listé, je ne vais pas tout lire parce que ça va être un peu fatigant, mais les enjeux qu'on pouvait avoir, les freins qui étaient là, et puis les leviers aussi qu'on pouvait avoir, et notamment de proposer des clauses qui pourraient être en cohérence et devenir en fait un levier à l'éco-conception plutôt que d'être une réelle contrainte. Si vous voulez la présentation, après, on vous la donnera. Vous avez juste à nous la demander, mais on a repris, en tout cas, toutes les... dans l'état de l'art des choses, tout le cadre réglementaire et notamment ce décret de la loi climat et résilience, enfin l'article 35. Qui donc oblige 100% des marchés publics à avoir une considération environnementale. Autre cadre réglementaire, l'article 58 de la loi AGEC, qui rend l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus de réemploi et ou de réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Et les biens de scénographie sont concernés par cet article 58, à en lire en tout cas le décret explicatif qui reprend en fait la description des catégories de produits. Alors, on a soulevé les problématiques du côté commanditaire et aussi les problématiques du côté candidat. Parce que la force de l'Augure Lab Scénographie, c'est vraiment ça, c'est d'avoir tous les métiers représentés, enfin en tout cas des deux côtés du marché. Et donc, on a pu référencer tout ce qui était problématique quand on candidate à un marché public et qu'on envisage ces conditions. Donc là, vous avez les problématiques côté candidat, les problématiques côté commanditaire, qui sont évidemment... il y a toujours la question du temps, évidemment. Et puis, voilà, du côté commanditaire, il y avait aussi cette problématique, en tout cas moi, que je ne percevais pas forcément au tout départ, mais comment est-ce qu'on vérifie en fait ce qu'on demande. Mais bon, du côté candidat, quand on lit une clause un petit peu incohérente, on se dit mais comment est-ce qu'ils vont vérifier ça ? Ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc on a vraiment travaillé, pris en compte en tout cas cette
problématiques-là. Et pour en formuler une très clairement, à savoir comment intégrer des exigences d'éco-responsabilité dans les marchés publics de scénographie en prenant en compte les contraintes du secteur et les différents acteurs. Les différents acteurs, ça veut dire les petits acteurs comme les plus gros. C'est-à-dire l'idée, c'était vraiment que on n'empêche pas à nouveau les petits candidats de répondre. Et donc, on a utilisé la méthodologie de l'éco-conception pour l'appliquer à ce closier. On s'est réunis en se disant, bon, à chaque étape du cycle de vie, à chaque axe d'amélioration du cycle de vie que vous avez autour, parce qu'à l'intérieur, vous avez le cycle de vie d'un projet, à l'extérieur, vous avez les axes d'amélioration et d'optimisation qui sont relatifs aux étapes de cycle de vie. À chaque étape, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme action qui deviendrait une clause sur la sélection des matériaux, sur les techniques de production, etc., etc. Et on en est arrivé à ce closier qui reprend en fait chaque étape et qui propose à chaque fois plusieurs clauses. Je ne sais pas si on peut le... Ah mais non, on ne peut pas le mettre du coup. Ah zut, ouais, pardon, on n'avait pas anticipé la technique on ne pouvait pas projeter en live. Il faudra télécharger le document. Voilà. Et donc, en fait, le sommaire reprend ces axes d'amélioration. Et sur chaque axe d'amélioration, il y a une clause qui permet de... Enfin, il y a des clauses, en fait. Donc, des clauses, ça veut dire qu'on a le choix entre les clauses. Il ne faut surtout pas tout appliquer. Et quand on est commanditaire, il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on est capable de vérifier et de mettre en place, et qu'est-ce qu'on est capable de faire pour que la clause soit réalisable. Alors, c'est dommage parce que peut-être... Alors, si, ici, on va peut-être la voir. Je me lève parce que... Hop. Ici, vous avez l'annexe... je me reste. Le deuxième document, c'est-à-dire vous avez deux documents qui ont été fournis, le clausier environnemental, donc qui reprend l'ensemble des clauses, et une annexe aux mémoires techniques qui est à joindre avec les clauses et qui permet le suivi justement d'une clause. Et le suivi de la candidature jusqu'au bilan post-projet. Donc il y a aussi une méthodologie à mettre en place dans l'application de ce closier. Ici, vous avez... Alors, le tableau ne reprend pas la clause, mais les numéros de clause. Et puis ensuite, vous avez les critères de jugement des offres qui permet en fait de savoir, d'informer aussi le candidat sur quoi il va être jugé. Des indicateurs qui sont proposés, mais qui peuvent être à titre indicatif. Il peut y en avoir d'autres, et puis surtout, on peut en sélectionner. L'idée, c'est pas de tous les mettre non plus. Et le préalable. Tout ce qui est en bleu dans le document, c'est le préalable. Le préalable à la bonne réalisation de la clause. Si le commanditaire souhaite que la clause soit réalisable, il a très souvent en fait un préalable à mettre en place. C'est-à-dire que lui-même, par exemple, s'il demande à ce qu'il y ait une démarche d'éco-conception globale qui soit faite sur le projet, il doit avoir pris en compte que c'est du temps et que c'est du budget. Et donc, en gros, je prends l'exemple la plus simple, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion-là. Et par exemple, sur les premières clauses qui n'en sont pas, en fait, c'est plutôt... Enfin, sur le premier axe qui est celui de la conception ensemble, on ne va pas retrouver forcément de clauses vraiment, mais plutôt des préalables pour le commanditaire qui sont prendre en considération le temps nécessaire à l'éco-conception, énoncer les renoncements et les restrictions qui sont mises en place pour ce projet, lister les matières et les refuser,
ou les matériels sans solution de recyclage ou de réemploi qui sont refusés, lister les substances nocives refusées, etc., etc. En gros, il faut savoir à quoi s'en tenir en fait dès le début. Le candidat peut répondre ici, apporter des indicateurs ici, et une fois qu'il obtient le marché, il est possible de suivre la méthodologie, à condition d'avoir mis en place une forme de management quand même aussi là-dessus. Et par exemple, que dans le marché, on applique l'idée qu'on mentionne très clairement qu'il va y avoir des réunions de suivi de l'éco-conception, où le commanditaire va devoir, où le titulaire va devoir mentionner prouver, par exemple, la bonne réalisation de la clause. Donc on n'est pas dans du déclaratif, parce qu'en fait on n'a plus le temps, hein, ça brûle. Donc on est dans la preuve, et donc qui dit preuve dit qu'il y a aussi dans le tableau des indications de quelles preuves on peut fournir sur telle clause. Voilà. Donc on a essayé aussi vraiment d'avancer sur ce sujet. En conclusion, peut-être, pour passer la parole, parce qu'il est déjà... temps de passer la parole. En conclusion, sur cet outil, en tout cas, il a vraiment été fait pour faciliter la rédaction des clauses environnementales et éviter d'avoir des clauses qui n'ont pas de sens, de faciliter l'analyse des critères, que ça soit un outil pédagogique aussi à destination des candidats. On l'explique beaucoup, en tout cas, et notamment avec cette annexe aux mémoires techniques. On espère que aussi ça va donner des idées, ça va donner des idées d'action en fait très concrètes à l'éco-conception. De développer l'éco-conception sans restreindre la concurrence. Moi, j'ai plusieurs fois analysé des réponses à des clauses environnementales. Il y a une idée reçue qui serait celle que les grosses entreprises ont plus de facilité. En fait, c'est complètement faux, c'est absolument le contraire. Les grosses entreprises ont tendance, par exemple, en tout cas dans des événements un peu techniques, à livrer face à une clause environnementale une politique RSE ou RSO. Ce n'est pas une réponse à une clause environnementale. La politique RSE, elle vaut pour l'ensemble d'une entreprise, mais pas sur un projet. Et là, on parle vraiment d'un projet, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va être fait concrètement sur ce projet-là, et pas qu'est-ce que l'entreprise s'engage à faire. Je vous donne un exemple très concret. L'autre jour, je travaillais sur un événement extérieur assez technique avec beaucoup de lumière, et les loueurs de matériel disaient qu'ils respectaient leur politique RSE. C'était la réponse à la clause environnementale. C'était même une clause sur l'éco-conception, très clairement. Et il disait qu'il respectait l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise. Oui, mais sauf que sur le projet, les techniciens, pour monter la tour de matériel, il n'y avait pas de femmes. Donc en fait, c'est vraiment une question là de projet et pas d'ambition globale de l'entreprise. Et donc les petites structures ont plus tendance en fait à aller vers par exemple des réseaux comme le nôtre ou comme Arviva, pour monter en compétences et appréhender le sujet plutôt que d'aller vers cette démarche plus globale. Et puis en conclusion aussi, c'est l'idée de développer les achats durables. On sait que c'est un grand sujet et que c'est un gros levier à l'éco-conception. Et donc, si on pouvait en plus améliorer, par exemple, la qualité des marchés et des achats, ce serait super. Et puis, des clauses qui se veulent non excluantes, évidemment, sans demande de normes, sans label et sans certification. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prouver qu'il y a des labels, mais on ne demande pas à l'entreprise d'être labellisée ou d'avoir des certifications, on demande ce qui se passe sur le projet.
Et puis d'objectiver en fait la rédaction et l'analyse des critères, des clauses qui peuvent s'appliquer hors des marchés publics. Encore une fois, voilà, en reprenant la méthodologie. Et puis, on travaille évidemment à se dire avec le groupe que c'est une méthodologie qui peut s'appliquer à d'autres types de marchés, évidemment, et que voilà, à l'avenir, alors pas tout de suite, parce que la suite de ce groupe de travail, ça va plutôt d'observer l'utilisation du closier. On en a déjà quelques-unes. Et donc, on va s'attacher d'abord à voir comment est-ce que ce closier est utilisé pour peut-être l'améliorer, le peaufiner. Et ensuite, voir comment est-ce qu'on peut avancer sur d'autres typologies de marché. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions là-dessus, on les prendra plutôt à la fin. Je vais d'abord vous présenter le guide éco-conditionnement et ensuite on passera aux questions-réponses. Vous avez un petit QR code qui vous amène directement donc pour rappel, sur l'écotech, dans la boîte à outils, dans les travaux du lab, il y a tous ces documents. Donc pour vous présenter ce sujet, alors tout d'abord c'est un sujet qui nous a été amené par le Palais des Beaux-Arts de Lille, qui est, on va dire, assez en tête de proue, je pense, dans le secteur sur ces sujets-là. Et qui nous a demandé, qui travaille donc sur ces questions d'éco-conditionnement, qui avait l'intuition qu'il y avait des choses qui se faisaient ailleurs, mais n'avait pas vraiment le temps d'aller interroger tous les autres musées un par un sur comment chacun traite cette question, et donc nous a demandé de porter ce sujet au sein du lab. En faisant une consultation parmi nos membres, on s'est rendu compte que c'était un sujet qui intéressait beaucoup d'autres personnes, et donc j'ai piloté ce groupe de travail, bien que, je précise, je n'y connaisse absolument rien en éco-conditionnement à la base. Donc si vous avez des questions très techniques, je vous renverrai vers les 70 pages du guide. Mais je commence à m'y connaître quand même très bien après avoir mené 1 an de recherche-action là-dessus. Mais moi, mon rôle, c'était plutôt de faire en sorte que tout le monde arrive à échanger et à animer tout ça. Donc vous avez à l'écran la liste des membres qui ont participé à ce travail, donc notamment le Palais des Beaux-Arts de Lille, mais aussi Canal à Bruxelles, qui est une antenne du Centre Pompidou, le Musée du Louvre et plus particulièrement le Centre de conservation du Louvre, le Musée d'Orsay, le Musée du Quai Branly, la Fondation Cartier, le Palais de Tokyo, il manque le P sur la présentation, j'en suis navrée, Atna, Even Change, et après des personnes plutôt à titre indépendant qui sont membres du lab. On a respecté toujours le même protocole de recherche-action que je vous ai déjà présenté. On s'est réunis pendant 1 an, 1 fois par mois, 2 heures. Et on a fait notre restitution au musée du Quai Branly en mai 2024. Donc ça fait presque 1 an. Et on a fait beaucoup de consultations, comme vous pouvez le voir. Donc je ne vais pas citer toutes les personnes avec qui on a fait des entretiens, mais il y en a quand même pas mal. Et comme vous pouvez le voir aussi à l'écran, y compris à l'étranger, parce que évidemment c'est un sujet qui concerne bien au-delà de nos frontières et qui a des avancées sur ces sujets ailleurs qu'en France. Donc la problématique qu'on s'est donnée, c'est comment concevoir des emballages et des conditionnements pour les œuvres permettant d'en réduire l'impact environnemental tout en respectant les normes de conservation, parce que bien évidemment le but n'est pas de s'extraire des normes de conservation, mais bien de les appliquer et de trouver des solutions avec les normes existantes. Donc je précise là-dessus que notre objectif n'est absolument pas de faire du lobbying sur
sur les normes de conservation, pardon, et qu'il y a des travaux en cours, notamment au sein de l'ICOM, pour revoir ces normes. Et nous, on ne se positionne pas du tout là-dessus. On se positionne plutôt sur qu'est-ce qu'on fait avec l'existant. Le constat qu'on a pu faire, c'est qu'il y a une utilisation de dérivés du plastique qui est monumentale. Je pèse mes mots, dans le secteur muséal, qu'il y a beaucoup de pratiques de suremballage, c'est-à-dire que par peur d'abîmer les œuvres dans le transport ou voilà, par peur qu'elles s'abîment, etc., on emballe. Plus que ce qui est même recommandé dans les normes, et que tous ces matériaux qui sont largement utilisés ont un impact environnemental lui aussi très très important. Par ailleurs, ces matériaux qui sont utilisés sont souvent très difficiles à recycler. Nos objectifs donc étaient de s'intéresser à voilà, de s'intéresser aux différentes expérimentations qui existent au sein des institutions, de partager les bonnes pratiques déjà entre les membres du lab et d'essayer d'en tirer des choses à partager évidemment plus largement, de sensibiliser tous les professionnels du secteur là-dessus et de partager toutes les ressources qui existent. Voilà, les freins et leviers. Donc les freins, notamment cette crainte par rapport aux normes de conservation, voilà, que toutes les expérimentations qui existent et les innovations qu'on a pu identifier, est-ce qu'elles sont bien dans les clous par rapport à ces normes? Voilà, il y a beaucoup de craintes dans le secteur là-dessus. Et bon, comme d'habitude, le temps, l'argent, ce qu'on connaît déjà. J'avance vite. Le groupe, au départ, avait pour intuition et envie de se concentrer sur les néomatériaux. On va dire que c'est le côté le plus attractif, le plus attrayant, parce que c'est innovant. Et il y avait cette envie vraiment de traiter ce sujet de qu'est-ce qu'il existe comme nouveaux matériaux qui, un peu en baguette magique, va répondre à toutes nos problématiques, à la fois sur les questions de transition écologique, mais répondre aussi à nos normes de conservation. Et là, on a sorti notre outil favori, la méthodologie de l'éco-conception. Et en s'intéressant au cycle de vie en fait, d'un conditionnement, on se rend compte que la question des matériaux, en fait, c'est une toute petite partie du sujet. Et surtout, en fait, on s'est heurté en traitant ce sujet des néomatériaux, on s'est heurté à ce frein que je vous ai présenté juste avant, qui est qu'il y a peu de néomatériaux aujourd'hui qui répondent à tous les critères de conservation préventive, et la plupart sont vraiment encore au stade de recherche et développement, d'expérimentation. Donc je n'ai malheureusement pas d'outils magiques à vous présenter aujourd'hui parmi les matériaux qu'on a identifiés. Mais on a quand même travaillé là-dessus. Mais on s'est aussi intéressé aux questions de fabrication des caisses de transport notamment, et de comment allonger la durée d'utilisation des conditionnements, notamment en utilisant voilà, des méthodes de conception aussi qui vont permettre d'allonger cette durée de vie, voilà, quelles sont les conditions de stockage, etc. Et surtout, on a fait aussi comme on le disait, 80% des impacts sont définis dès la phase de conception. Et donc, tout ça nécessite du pilotage à la fois en RH, en budget, en organisation générale. Et donc, on a dédié un chapitre aussi à cette thématique du pilotage de la transition qui vient répondre à tous ces enjeux de conception et pour être en capacité de décliner toutes les solutions. Si je rentre dans le vif du sujet,
Donc je vous ai présenté le sommaire du guide juste avant, et là je vous présente dans les très grandes lignes les stratégies d'éco-conditionnement qu'on a définies sur chacun de ces axes. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que il serait temps de commencer les questions-réponses, mais voilà, vous dire qu'il y a quand même 70 pages de guide qui viennent décliner tout ce que vous voyez à l'écran. Sur la question des matériaux, on a fait un tableau d'analyse des matériaux couramment utilisés dans le secteur muséal, et on a essayé déjà de séparer les conditionnements temporaires et les conditionnements à vocation plus pérenne, et on a essayé de décortiquer pour chacun de ces matériaux qu'est-ce qu'il existe comme alternative. Et on a essayé de mettre à chaque fois des ordres de prix, enfin les informations qu'on avait. Donc ça, c'est un tableau qui est disponible parmi les annexes au guide. Et voilà, ça c'est sur la problématique des matériaux. Et on a essayé d'apporter à chaque fois des cas pratiques, des exemples voilà, d'expérimentation sur chacun de ces axes. Et on a essayé d'apporter aussi, donc là c'est vraiment la synthèse, hein. On a essayé d'apporter aussi voilà, une synthèse qui donne des pistes d'action à court, moyen et long terme, en reprenant chacun de nos chapitres, choix des matériaux, optimisation du conditionnement, l'usage et la fin de vie et le pilotage de la transition, pour vous donner vraiment les grandes idées qui ressortent de ce guide, à savoir qu'il faut avant tout connaître ses besoins. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a identifié en tout premier sur le choix des matériaux, parce que quand on vient s'intéresser aux alternatives au plastique, c'est très bien, mais en fait des fois il y a un plastique, on peut l'utiliser 50 ans et finalement en fait l'impact environnemental il sera pas si énorme parce que à l'usage sera très long. Et si je reprends un exemple que je crois, Sylvie, tu m'as donné un jour en formation, c'est que il n'y a pas d'éco-matériaux en soi. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et l'exemple de la rampe de skateboard dans l'espace public, c'est que une rampe de skateboard en bambou n'a aucun intérêt parce qu'elle ne sera pas durable dans le temps. D'où l'intérêt de faire des rampes de skateboard en béton, même si le béton n'est pas un matériau écolo en soi. Il me semble que c'est toi qui avais donné cet exemple un jour. Je l'aime beaucoup. Donc là, on n'est pas sur du béton et du bambou, mais vous voyez à peu près l'idée sur l'usage des matériaux. Évidemment, exclure l'usage unique. Bon, ça c'est... Enfin, j'ai envie de dire c'est évident, mais ça l'est pas encore tant que ça, donc on l'écrit quand même en gros. Et pour l'optimisation des conditionnements, là encore, il est question d'adapter le conditionnement aux besoins, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'usages de caisses isothermes. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais l'isotherme n'est absolument pas indispensable dans tous les cas. Et donc on se rend compte qu'il y a un surusage de la caisse isotherme, et qui dit isotherme dit un matériau avec des mousses particulières en plus de la caisse, et une adaptation des besoins, enfin du conditionnement aux besoins, c'est quand même le message clé de ce guide. Je ne rentre pas dans les détails, je vous invite à aller le consulter. Donc vous avez le guide complet en téléchargement, la synthèse que je viens de vous présenter qui est disponible aussi, et des documents annexes. Donc il y a le tableau d'analyse des matériaux couramment utilisés dont je vous ai parlé. Il y a un tableau d'évaluation éco-responsable des matériaux de conservation, qui a été réalisé par Anaïs Perrichon, qui est membre du lab et qui a fait ce travail-là dans le cadre de son mémoire d'études à l'école du Louvre, et qui a la gentillesse de le partager en open source avec le reste du guide.
et vous dire qu'on a fait aussi un registre des projets d'éco-conditionnement. Et que là-dedans, vous pourrez voir justement toutes les expérimentations qu'on a pu recenser au sein des institutions sur le sujet, en France et ailleurs. Il y a aussi des expérimentations en Italie, au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Angleterre, etc. Et que ce registre est évolutif, donc on a encore laissé le formulaire ouvert sur le site pour que chacun puisse aussi proposer du contenu. Et on a voilà, pour ambition de poursuivre ce travail parce que évidemment ce sujet-là est lié à de l'expérimentation et bien heureusement est assez innovant. Et donc nécessite des mises à jour régulières. Donc on a pour but de se réunir au printemps pour envisager une nouvelle mise à jour pour la rentrée de septembre ou au moins à l'automne. Donc si vous avez vous aussi des projets d'éco-conditionnement que vous souhaitez partager et mettre en valeur, j'insiste sur la valorisation du travail qui est fait parce que déjà on parle assez peu de conditionnement de manière générale, je trouve, au sein du grand, enfin auprès du grand public et au-delà du milieu des régies, des collections, etc. Donc je trouve que c'est vraiment très important de valoriser le travail qui est fait sur ces sujets et c'est aussi la vocation de notre guide et de notre écothèque. Il reste 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions ou même au-delà des questions, juste des réactions, des envies de partager des choses sur le sujet, vos propres projets, que sais-je? S'il vous plaît, prenez la parole. Bonjour, merci. Oui, bien sûr. Je suis Adeline Rispal, architecte scénographe, cofondatrice de la fédération XPO qui regroupe 10 associations de métiers différents, de la conception et de la réalisation des expositions. Et on se connaît bien puisqu'on est on est voisines hein, sur le salon. Oui, moi je m'interrogeais, mais je crois que vous êtes déjà au courant, on s'interroge un peu tous sur un closier environnemental qui est une initiative excellente, bien sûr, puisqu'on y songe tous, on y songe on y songe globalement, c'est-à-dire que quand on dit tous, c'est vraiment tous. Ce qui me gêne un petit peu, c'est de voir sur votre closier, de voir le groupe de travail qui n'intègre quasiment pas nos métiers. Or, vous avez dit très justement ce que dit l'ADEME, c'est que 80% des décisions, 80% du coût environnemental d'une exposition se joue au moment de la conception. Donc ce sont bien nos métiers, oui, c'était le tableau avec l'encart en haut de l'ADEME. Le tableau du cycle de vie avec en haut l'encart 80%. Oui, 80% effectivement dès la conception. On adorerait avoir des directions présentes dans les groupes de recherche-action, par exemple, des directions artistiques. J'ai pas fini ma question. Oui, il y a une scénographe quand même, qui est donc une directrice artistique, mais il n'y a absolument pas tous les métiers de la conception dans le groupe de travail que vous avez affiché. Donc on s'interroge sur effectivement des documents qui sont extrêmement importants pour nos entreprises, puisque ce sont les cadres de nos interventions, et que donc on s'étonne que dans cette liste-là, il n'y ait pas nos métiers, alors que c'est nous qui sommes directement concernés par ces closiers. Donc moi je vois plutôt des responsables RSE, des gens des musées, des gens des institutions, c'est très bien, mais il manque tout le volet de tous les métiers. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de travailler avec vous pour continuer à développer ce closier, afin qu'il soit enrichi, qu'il soit peut-être contredit parfois. Les maîtres d'ouvrage ont une vision très dans une direction et nous on l'a dans l'autre, ce qui est normal d'ailleurs. J'ai vu par exemple un critère pour vos maîtres d'ouvrage qui disait il faut absolument qu'ils tiennent leur délai. Alors moi, mon expérience, c'est que un maître d'ouvrage ne tient jamais ses propres délais. Et c'est nous qui en pâtissons, puisqu'il arrive que nos boîtes
en souffre énormément et je suis bien placée pour en parler. Donc voilà, donc des choses comme ça, c'est un peu étonnant que ça continue à perdurer. Et moi, je pense que dans le closier, et on travaille beaucoup sur ce sujet-là, il faut que les maîtres d'ouvrage ont des clauses qui les concernent, hein, on peut les attaquer avec un avocat, mais les maîtres d'usage, non. Or, la notion de maître d'usage, je ne sais pas si elle apparaît quelque part dans vos closiers, je ne l'ai pas vue, mais la notion de maître d'usage, en fait, c'est les institutions. Les institutions sont rarement les maîtres d'ouvrage. Dans les collectivités, le maître d'ouvrage, c'est le département, le maître d'usage, c'est le musée. Donc, le maître d'ouvrage contracte avec nous, et le musée ne contracte pas avec nous. Donc le musée fait à peu près ce qu'il veut, pas souvent ce qu'il veut, ce qu'il peut, ce qui n'est pas toujours facile pour eux, hein, on le sait qu'ils souffrent beaucoup. Et souvent, les maîtres d'ouvrage n'arrivent pas du tout à contrôler ce qu'ils font, d'éventuels dérapages dans la fourniture, par exemple, d'informations pour qu'on fasse notre travail sur l'exposition. Et ça, c'est aussi parce que les maîtres d'usage n'ont pas de documents à opposer contractuellement à leur maîtrise d'ouvrage. Donc en fait, on s'aperçoit que dans la question juridique, il manque un acteur. Donc un closier aujourd'hui qui n'intègre pas les contraintes, les devoirs et les droits du maître d'ouvrage, les devoirs et les droits des institutions et les devoirs et les droits des entreprises, pour nous c'est un closier qui est pas encore au point. Voilà. Et on est tout à fait à votre disposition pour en parler et échanger là-dessus. Avec grand plaisir. Ça fait plusieurs années qu'on vous y invite. Il n'y a aucun problème. Moi, c'est pas arrivé jusqu'à moi en tout cas. Mais le temps. Avec plaisir, Adeline. Vraiment. On va travailler ensemble sur. Et sinon, j'avais une petite observation sur l'analyse du cycle le cycle de vie qui est sur la page d'avant, je crois. C'est que dans ma pratique de conception durable, en fait, la question du choix des matériaux et de l'identification des matériaux ayant le moins d'impact, on l'a fait avant la conception. Alors, soit on prend des matériaux qui existent déjà parce qu'ils sont issus du recyclage de l'expo précédente, etc., ou du musée dans lequel on intervient, soit on est dans un musée où on a tout neuf, où il n'y a pas de choses à recycler, où les choses à recycler ne peuvent caler dans des plateformes de recyclage et on ne peut pas les réutiliser. Auquel cas, on doit, préalablement à la conception, regarder ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire quelle est la politique, par exemple, du pays dans lequel on se trouve. En ce moment, je fais un projet au Maroc, la politique du Maroc en termes d'éco-conception, enfin de valorisation. Les plateformes, est-ce qu'il en existe ou pas, tous les gens qui travaillent là-dessus à ce moment-là. Et moi, j'ai commencé par ça avant de passer à la conception. Donc, peut-être que vos points 1 devraient se mettre avant ou à côté de la conception. Voilà. Alors, on n'avait pas pour ambition de modifier la route Brézé. Non plus. Enfin voilà, on a une méthodologie scientifique qu'on a un tout petit peu adapté. On a changé, en fait, le 0 s'appelle en réalité dans la méthodologie d'éco-conception industrielle, s'appelle développement de nouveaux concepts. Donc dans le secteur culturel, ça nous allait moyennement quand même. Donc on a appelé cet axe concevoir ensemble, qui est vraiment, enfin on a des checklists en fait un petit peu sur chacun de ces axes pour réussir à anticiper, mais en réalité, c'est un peu ce que je disais à la fin, au début plutôt. C'est déjà, faudrait prendre les choses de la fin, à partir de la fin. Tout à fait. Vous avez raison. C'est pour ça que je dis. Donc en fait, ça veut dire qu'on sélectionnerait les matériaux aussi avant de même. Alors, tout à fait. Voilà. Mais je suis complètement d'accord. J'ai suivi votre travail. Je crois que c'est au CNAM. Il y avait une exposition. C'est peut-être pas vous qui étiez dessus. C'était le CNAM qui a lancé un projet. C'est avec la réserve des arts, hein, c'est ça. Et le CNAM et la réserve des arts. Pardon ? Oui, Expo Carbone. J'ai suivi ce travail puisqu'ils nous l'ont présenté à une journée d'XPO. C'est pas nous. Hein. C'est pas vous, non, c'est pas grave. Ils ont récupéré toute l'exposition précédente, ils l'ont envoyée à la réserve des arts qui a identifié tous les matériaux, bien sûr, et ils n'ont pu récupérer que 20%. Donc, ils ont dû trouver des matériaux pour les 80 autres %. Donc, c'est ces 80 autres dont je parle là, dans mon explication. C'est que pour savoir comment les acheter au mieux, comment concevoir avec ce qui existe
chez les industriels environnants, les fabricants de bois, de ceci, de cela, ou d'autres choses. Comme vous dites, ça peut être du béton pour certaines raisons. Il faut connaître l'environnement proche pour être en circuit court. Donc ça, si on conçoit avant d'avoir fait ça, eh ben il faudra faire 2 fois la conception en gros. Oui, je pense que vraiment dans la méthodologie de l'éco-conception, il ne faut pas penser forcément à ce que chaque étape se passe les unes après les autres. C'est juste un guide en fait, de réflexion pour ne rien oublier sur l'ensemble du cycle de vie. Mais cette roue, elle est quand même chronologique d'une certaine manière. Elle est quand même, puisqu'on enchaîne quand même des phases. Donc, oui, voilà. ouais. C'est tout. C'était pour les gens qui appliqueraient ça à la lettre. C'est une suggestion. C'est la fin. On nous a demandé d'arrêter. Je mettrai juste un petit mot de conclusion pour dire que la phase de conception, certes, elle est chronologique, mais en fait, on peut aussi se dire qu'on conçoit sur plusieurs années. Je parlais notamment sur la question de l'éco-conditionnement avec le Muséum d'histoire naturelle qui a fait un chantier pour remplacer tout le plastique par du carton dans ses conditionnements. Le plastique ayant endommagé au fil des années certains des coquillages notamment. Ils ont perdu une partie de leur collection à cause de ces conditionnements. Et pour faire passer budgétairement le carton à la place du plastique qui coûte en fait un peu plus cher, ils ont fait un plan d'action sur 100 ans. Donc oui. Et donc, c'est juste pour dire que, en fait, la partie conception, ça peut être quelque chose sur du très très long terme. Et ce qu'on voit aussi, ce qui permet la réutilisation, c'est aussi des musées qui vont travailler avec les mêmes scénographes et les mêmes constructeurs sur plusieurs expositions et qui vont faire un plan d'action qui va être sur plusieurs expos et permettre de réutiliser d'une expo à l'autre. Parce que dès la conception, on pense déjà après. Voilà. Merci de votre présence et on reste disponible pour répondre à d'éventuelles autres questions sur notre stand F20. Merci.